Bonjour à vous tous, nous sommes très heureux de vous accueillir. Madame la ministre, je voulais vous dire d'abord toute ma gratitude pour m'avoir nommée à la tête de cette magnifique maison. Et puis vous dire aussi tout le plaisir qui est le nôtre de vous accueillir aujourd'hui. C'est un honneur pour cet établissement dans le cadre donc de votre conférence sur la politique du patrimoine. Cette maison, la vôtre, c'est celle des civilisations et des créations artistiques de l'Asie, la moitié de l'humanité. Vous l'avez vu, c'est un lieu de sortilège où l'on revient avec bonheur. La très belle exposition consacrée à Angkor, naissance d'un mythe, qui ouvrira le 16 octobre, me semble pouvoir résonner heureusement avec vos réflexions les plus actuelles sur le patrimoine, dans sa dimension matérielle comme immatérielle. Elle évoquera la part d'aventure humaine et les heures changeantes de la notion même d'œuvre à conserver. Elle mettra donc en perspective la notion même de patrimoine. Je vous remercie de votre visite. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Je suis heureuse d'être avec vous, à vos côtés, ici. Et j'ai choisi le musée Guimet pour cette conférence de presse sur ma politique en matière de patrimoine, aussi pour marquer mon attachement, mon affection même pour ce magnifique musée et mes encouragements. Un petit mot de bienvenue à vous dans vos nouvelles fonctions à la tête de ce musée dont vous allez pouvoir réveiller tout le lustre et tout l'éclat et dont nous sommes impatients évidemment de voir la prochaine exposition sur Angkor au mois d'octobre. Vous avez, mesdames et messieurs, chers amis, tous, à un titre ou à un autre, un lien, un attachement professionnel ou personnel pour la politique du patrimoine. 2013 est une année riche, évidemment, à ce titre aussi, en anniversaire. Nous célébrons le centenaire de la loi de 1913, le 30e anniversaire des Journées européennes du patrimoine. Et demain, j'accueillerai bien sûr les nombreux visiteurs qui viennent découvrir le Palais Royal. Je ne doute pas que cette manifestation connaîtra un grand succès cette année encore. Cette popularité, elle n'est pas imméritée. Bien entendu, elle est le fruit d'un héritage qui est le nôtre, celui de la beauté du patrimoine que nous ont légué les époques et les siècles. Mais c'est aussi et surtout le fruit de politiques qui ont été menées en matière de valorisation, de conservation de ce patrimoine. Cela nous oblige. Il faut au ministère de la Culture une politique forte en matière de patrimoine. Cette politique, il faut en tracer les lignes, la doctrine, si j'ose dire. C'est le but de cette conférence de presse aujourd'hui. Nous devons cette politique à nos concitoyens. Pourquoi ? Parce que le patrimoine, c'est le bien commun de l'ensemble de la collectivité nationale. C'est ce qui lie les Français entre eux. C'est ce qui lie les Français à leur histoire, à leur passé, bien sûr, mais aussi à leur avenir, puisqu'il nous appartient de définir ce que nous considérons comme digne, comme nécessaire de transmettre aux générations futures, de laisser comme trace de notre époque, de conserver aussi comme trace de ceux qui nous ont précédés, notamment au XXe siècle. Nous le devons aussi, cette ambition culturelle en matière de patrimoine, aux dizaines de millions de visiteurs étrangers qui viennent chaque année en France, qui viennent découvrir les richesses de nos musées, la splendeur de nos monuments, des touristes donc, mais aussi des visiteurs qui, venant en France pour des raisons professionnelles autres, viennent aussi à la rencontre de cet environnement exceptionnel. La France, c'est le patrimoine, mais un patrimoine qui n'est pas confit dans une contemplation nostalgique du passé, un patrimoine qui est constamment valorisé selon les techniques les plus modernes et selon les réflexions les plus fines, les plus abouties et les plus pertinentes.
Nous devons donc aussi cette politique ambitieuse à l'impérieuse nécessité de continuer à faire de la France la première destination touristique au monde, et on le sait. On dit 80%, 90%, c'est sans doute 100% des visiteurs étrangers qui viennent pour le patrimoine français, mais aussi, et on l'oublie trop souvent, que les investisseurs étrangers font aussi des implantations en France, implantations économiques, parce qu'ils prennent en compte l'ensemble de l'environnement d'un pays. Nos monuments, ils doivent donc être entretenus, restaurés pour répondre à une attente si forte. C'est une responsabilité collective dont le ministère de la Culture est le pivot. Nous possédons des édifices exceptionnels. Nous soutenons des restaurations réalisées par l'ensemble des propriétaires du patrimoine classé ou inscrit. Je rappelle à ce titre que l'entretien, la restauration du patrimoine, c'est aussi un secteur économique d'excellence qui porte des emplois hautement qualifiés, non délocalisables, très valorisants et très gratifiants pour ceux qui les exercent. Et j'ai toujours le souvenir de ce sculpteur de pierre à Saint-Maclou, à Rouen, qui expliquait qu'à travers ses gestes, il retrouvait évidemment les techniques, plusieurs fois centenaires, qui avaient présidé à la réalisation de ce magnifique édifice, mais qu'en même temps, il pouvait exprimer sa créativité propre, tout en s'insérant bien sûr dans le respect de ses gestes et donc des ouvriers artisans qui l'avaient précédé. Et ce bonheur-là, de ces métiers, il est incomparable. Et évidemment pour la jeunesse, pour l'emploi dans notre pays, pour les filières de formation professionnelle que nous voulons valoriser, eh bien, c'est une mine irremplaçable. Et pourtant, malgré cela, malgré ces atouts formidables de notre pays, malgré ces métiers hautement qualifiés, ces filières de formation, il y a des doutes qui s'expriment depuis plusieurs années sur la nécessité qu'il y ait une politique d'État en matière patrimoniale. Alors, on entend pourquoi on ne créerait pas une agence, finalement, qui se bornerait à financer des projets, pourquoi pas, évidemment, supprimer le ministère de la Culture, comme si, finalement, la politique en matière de patrimoine pouvait s'auto-générer, ou en tout cas, continuer comme ça sur le train qui est parti sans qu'il y ait besoin d'impulsion, d'inflexion, d'orientation forte au niveau politique. Pour ma part, je pense exactement le contraire. Ce n'est pas parce que le patrimoine rassemble évidemment l'ensemble des Français qu'il ne faut pas qu'il y ait la définition politique de ce qu'est aujourd'hui la nécessité de définir une politique patrimoniale. Une année d'expérience, de contact avec les institutions et les professionnels, et je remercie tous les directeurs et responsables des établissements que je vois dans la salle aujourd'hui. Les décisions que j'ai été amenée à prendre m'amènent au contraire au constat que le patrimoine exige une politique nationale très forte, portée par le ministère de la Culture. Réduire cette politique à l'allocation de crédit, au contrôle des règles, est une erreur, mais plus qu'une erreur, serait une faute par rapport à l'histoire. Car si nous avons hérité d'un patrimoine en France, c'est parce qu'il y a eu toujours, à la tête de l'État en France, ou en tout cas dans les grandes époques, il y a eu des volontés, des volontarismes politiques très forts pour inscrire dans l'imaginaire collectif le fait que le patrimoine était quelque chose qui dépassait la notion simplement de la pierre. On a vu aussi par le passé des initiatives incohérentes se sont multipliées, qui parfois entravaient des possibilités d'action plus justes, plus fécondes. Des projets inachevés par défaut d'arbitrage, un déséquilibre territorial aussi. Mon objectif, depuis mon arrivée, a été donc de construire, pas à pas, un ministère qui puisse concevoir, un ministère qui puisse décider et un ministère qui agisse. Un ministère qui conçoit parce que
celles et ceux qui font vivre le patrimoine au quotidien, dans les services déconcentrés de l'État comme auprès des opérateurs, ont besoin qu'un cap leur soit fixé. On a souvent reproché et fait grief aux établissements publics, et en particulier aux établissements publics parisiens, on leur a fait grief de leur autonomie. Mais la nature a horreur du vide. Et il ne pouvait donc pas en être autrement si le ministère était incapable de formuler des priorités. J'ai voulu associer les opérateurs à la conception de ces priorités, qui sont nos priorités à tous. J'ai confié par exemple à Alain Seban un rapport sur la circulation des œuvres, à Henri Loiret puis Jean-Luc Martinez un rapport sur l'éducation artistique et culturelle. D'autres parmi vous seront bien sûr associés sur d'autres chantiers, et je veux saluer tous ces établissements publics. Ce sont les établissements publics qui prennent aujourd'hui la plus grande part de l'effort budgétaire qui est demandé au ministère de la Culture dans le cadre du redressement des finances publiques. Et ces établissements assument, vous assumez, avec un grand sens des responsabilités, cette mission, avec aussi beaucoup de professionnalisme, sans rien perdre pour autant de votre capacité, de votre volonté à porter de nouveaux et de vrais projets. Un ministère aussi qui décide, je l'ai dit, parce que les projets les plus importants, ils nécessitent des arbitrages, et des arbitrages compliqués, pour pouvoir ensuite en faire des réalités. Je prendrai l'exemple du centre de réserve de Cergy, qui était sans doute l'illustration des conséquences néfastes d'un défaut de décision. Au départ, on partait bien d'une nécessité objective. Il fallait évidemment traiter la question des réserves inondables du Louvre, les mettre à l'abri de la possibilité d'une crue, la fameuse crue centenale de la Seine. Le Louvre ayant une bonne partie de ses réserves dans des sous-sols inondables. Une collectivité territoriale, là aussi très volontariste et très exemplaire en matière d'ambition culturelle, Cergy, s'est mobilisée de manière remarquable autour de Dominique Lefebvre pour accueillir le projet. Mais petit à petit, s'est construit une forme d'usine à gaz, un centre de réserve à géométrie variable, associant des institutions les plus diverses, certaines n'étant absolument pas volontaires, et avec des ambitions et des objectifs de plus en plus épars. Finalement, ces institutions se retiraient une à une, tout ceci, évidemment, sans aucun arbitrage sur le financement. Ces atermoiements perpétuels, ce manque de méthode ont nui à la crédibilité du ministère de la Culture. Cette crédibilité, elle nous est essentielle, car nous devons, et c'est peut-être l'envers de la médaille, et c'est peut-être finalement un crédit que nous devons à ceux qui nous envient finalement, mais nous devons toujours conquérir cette crédibilité, et notamment auprès des instances décisionnaires en matière budgétaire. Il est donc important de viser au plus juste, au plus près des besoins de nos concitoyens, des collectivités, au plus près de nos capacités, sans réduire nos ambitions. Donc dans ce dossier des réserves, j'ai demandé au ministère, ses services, je remercie Vincent Bergeot et à la Direction générale des patrimoines, j'ai demandé aussi au Louvre, je remercie Jean-Luc Martinez, Henri Loiret avant lui, de remettre le dossier à plat et de construire une solution alternative. Cette solution est maintenant trouvée et elle sera réalisée. Je vais y revenir. La décision, elle se prend aussi en matière de nomination. Et cette politique de nomination, elle requiert une méthode. Cette méthode a été mise en place pour la nomination de Jean-Luc Martinez à la tête du Louvre. Elle a été reprise pour la nomination toute récente de Sophie Macariou, ici même. Je continuerai à appliquer et à suivre cette méthode qui repose sur des principes simples, transparents, connus de tous, le caractère public de la vacance du poste, la sélection des candidats à partir de projets écrits, à partir d'entretiens qui se font au niveau de la Direction générale des patrimoines, du cabinet, enfin avec moi-même, avec une conviction constante,
celle que le corps des conservateurs du patrimoine. Et n'y voyez évidemment aucune critique, même sous-jacente, envers ceux qui ne sont pas issus de ce beau corps des conservateurs. Mais le corps des conservateurs du patrimoine est parfaitement en mesure de fournir des personnalités tout à fait aptes à diriger nos grandes institutions patrimoniales. Je veux saluer cette excellence française en matière de patrimoine. Je veux saluer aussi nos filières de formation remarquables. Nos institutions patrimoniales sont constamment sollicitées par d'autres pays pour dispenser leur savoir-faire, pour le faire partager, pour former aussi. Elles constituent une composante essentielle de ce qu'on peut appeler avec fierté la marque France. Évidemment, nous promouvons ceci à l'étranger, mais nous pouvons aussi en être fiers à l'intérieur de nos propres frontières. La force de nos institutions, elle tient aussi pour beaucoup à la qualité des agents du ministère de la Culture. L'expérience montre que le recours à l'externalisation n'est pas garant d'économie, n'est pas garant d'efficacité, et le plus souvent, là encore, et sans dogmatisme aucun, mais avec pragmatisme, on peut constater que les agents du ministère sont en situation d'assumer les missions patrimoniales dont nous avons la charge, et ce, avec ce même souci d'économie qui préside bien sûr à toute utilisation de l'argent public. Si l'externalisation doit continuer à être envisagée, cela ne peut être que dans un cadre précis. J'ai donc donné instruction pour qu'une charte de l'externalisation au ministère de la Culture et de la Communication soit finalisée d'ici le début de l'année 2014 pour définir les cas dans lesquels on peut y recourir. Mais à plus brève échéance, j'ai aussi décidé, après un examen rigoureux des possibilités offertes et des exigences qui se posaient à nous, j'ai donc décidé d'internaliser les emplois de surveillance du musée Picasso qui ouvrira en 2014. Cette activité, dont l'externalisation avait été initialement prévue, sera donc désormais assumée par des agents de l'établissement public. Je lis cela à un souhait que je formule et qui sera mis en place. Celui que les personnels d'accueil, de surveillance, de magasinage puissent participer à la médiation envers les visiteurs. Je veux pour cela organiser une concertation avec les organisations syndicales et accroître dès 2014 l'offre de formation à la médiation au bénéfice de ces personnels. Là encore, nos agents, quelle que soit leur fonction, dans nos musées, sont finalement les premiers au contact des publics. Et ils assument de fait cette fonction d'accompagnement, sinon encore de médiation. De la même manière, cela fait partie, bien sûr, de l'amélioration de leurs conditions de travail, de leur plaisir au travail aussi, de pouvoir s'enrichir au contact des conservateurs, des experts, de tous ceux qui ont la connaissance scientifique sur les collections. Et donc ce travail, cette concertation sera organisée avec les organisations syndicales. Et enfin, il nous faut aussi avancer sur les conditions d'emploi dans certains établissements. J'ai voulu réduire l'emploi précaire à l'INRAP. Je m'y étais engagée dès mon arrivée au ministère. Et la direction générale de l'INRAP, je salue Pierre Dubreuil et le président Jacob, a signé ce lundi 9 septembre au ministère de la Culture, en ma présence, un accord social unanime, inédit, qui permettra de recruter sur des contrats à durée indéterminée pour la période 2013-2015, 160 agents qui aujourd'hui sont des salariés en contrat à durée déterminée. Donc l'établissement va ainsi réduire d'un tiers l'emploi précaire. Enfin, dans les mois qui viennent, il y aura des concours de recrutement de fonctionnaires qui seront ouverts. Cela permettra de recruter les architectes en chef des monuments historiques, ce qui ne s'était pas fait depuis plus de 10 ans. Et cette spécialité qui comptait 52 fonctionnaires au 1er octobre 2006 n'en comprendra plus que 36 au 31 décembre prochain. Il était donc urgent de pouvoir relancer ces concours. De la même manière, un concours de jardinier sera également ouvert. Cette spécialité qui est pourtant tout à fait indispensable, là encore, à l'entretien de nos grands domaines,
Je pense bien sûr à Versailles, à Saint-Cloud, à Fontainebleau, à Compiègne. Cette spécialité des jardiniers a perdu 35% de ses effectifs en 20 ans. Et là encore, nous avons besoin de spécialistes, d'artisans qui connaissent aussi les établissements dans lesquels ils travaillent et qui ont l'amour et le lien particulier avec les établissements pour pouvoir au mieux exprimer tout leur art et le faire au service d'établissements particuliers. Le ministère, c'est aussi le ministère qui agit, je vous l'ai dit. Les institutions culturelles doivent toujours prouver au quotidien, c'est notre lot, ce que nous apportons à la collectivité. Une politique du patrimoine qui ne placerait pas le public au cœur de son ambition n'aurait pas de sens. Ces publics, ils sont divers. Bien sûr, il y a les usagers de l'administration, qui demandent par exemple une autorisation à l'architecte des bâtiments de France, les aménageurs, qui sollicitent le service public de l'archéologie préventive, les chercheurs qui fréquentent les archives publiques, les visiteurs des monuments et des musées. Satisfaire tous ces publics est une tâche très difficile. Si en plus vous rajoutez les hommes politiques et les élus locaux, vous comprenez l'ampleur de la mission et du défi. Cette tâche, pourtant, elle s'impose à chacun d'entre nous. Toutes les institutions, bien sûr, tous les agents. Alors, une place toute particulière doit être faite à l'initiation à la culture, cet objectif fondamental de démocratisation culturelle, qui était au cœur, bien sûr, du projet d'André Malraux. Comme ici, on est tout près des merveilleuses statues d'Angkor, nous avons une pensée, bien sûr, pour André Malraux. Ça demeure, bien sûr, aujourd'hui plus que jamais un défi à relever. Mon ambition, c'est de construire un lien fort et durable entre la culture et l'éducation populaire. C'était l'objectif initial du ministère de la Culture. Et puis, bien sûr, vous connaissez les péripéties dans la constitution du périmètre du ministère de la Culture, les échecs, justement, d'André Malraux lui-même, quand il a voulu pouvoir unifier le ministère de la Culture et de l'Éducation populaire. Il n'a pas pu le faire. Et aujourd'hui, nous devons parvenir à réunir nos forces. Valérie Fournéron et moi-même, nous nous y sommes attelés. Et c'est une belle ambition, celle de porter évidemment la question de l'éducation artistique et culturelle, pas seulement dans le cadre scolaire ou périscolaire, mais bien en lien avec cette grande idée de l'éducation populaire. Dans cette perspective, le rapport sur l'éducation artistique et culturelle de Jean-Luc Martinez comprend beaucoup de propositions très intéressantes, notamment pour coordonner l'action des musées nationaux et des institutions du patrimoine en matière d'éducation artistique. Ce rapport va faire l'objet d'une communication spécifique dans le cadre de la conférence de presse que je tiendrai le 16 septembre prochain, lundi, et donc je développerai plus amplement cet aspect-là lundi. Mais je souhaite aussi rapprocher autant que possible les œuvres des citoyens, dans la limite évidemment de ce que permettent les conditions de sécurité, de préservation qui sont nécessaires, parce que je veux toujours rappeler que les collections publiques, nos collections publiques, elles appartiennent à tous les Français. C'est un objectif, la démocratisation culturelle, qui part de ce présupposé-là, de ce prérequis et de ce constat. Les collections publiques sont les collections de l'ensemble de la nation. Pour mettre en œuvre cet objectif, j'ai demandé à Alain Seban de rédiger un rapport proposant des solutions pour une meilleure circulation des collections sur l'ensemble des territoires. Les propositions du rapport sur la levée des contraintes juridiques et techniques qui font obstacle aujourd'hui à la circulation seront mises en œuvre. Mais surtout, je veux que le ministère de la Culture puisse organiser une opération hors les murs de circulation des œuvres qui sont conservées aujourd'hui dans les FRAC comme dans les musées. Les modalités de mise en œuvre de cette opération sont en cours d'expertise. Mais je puis d'ores et déjà vous annoncer que les entreprises sont pour moi des lieux très adaptés à une telle initiative. Elles offrent la possibilité de placer l'art au cœur d'une réalité quotidienne, celle du travail, pour des millions de Français qui sont engagés dans la vie active,
et qui sont dans des temps de la vie où finalement entre la journée de travail, la journée familiale, le temps qui est consacré, qui peut être consacré aux activités culturelles se réduit et beaucoup plus réduit qu'à certaines autres périodes de la vie. C'est pourquoi il me semblait pertinent, très pertinent, d'aller chercher le monde du travail là où il se trouve dans les entreprises et au cœur du salariat. Des partenariats entre établissements nationaux peuvent aussi évidemment apporter une réponse à cette ambition. Les collections du château de Versailles vont contribuer à faire vivre un certain nombre de lieux choisis par le Centre des Monuments Nationaux, cher Philippe Bellaval, comme le musée Georges Sand à Nohant, le Palais du Thau à Reims, où se tiendra donc l'année prochaine une exposition consacrée aux sacres royaux. Et puis, il y aura de nouveaux partenariats, en plus des partenariats entre nos établissements, avec le monde du travail. Donc, une convention va être conclue dans les prochaines semaines avec la Caisse centrale d'activité sociale du personnel des industries électriques et gazières. Ça couvre 650 000 salariés en France. Et c'est donc un très bel accord, une très belle convention qui va être un premier pas, mais un pas de taille, pour retisser un lien entre le monde du travail et le monde de la culture. Le ministère de la Culture ne peut pas agir seul en matière de patrimoine. L'enjeu de demain réside pour lui dans sa capacité à construire des partenariats efficaces avec tous les acteurs qui sont impliqués dans ce domaine. Rien ne se fera à l'avenir sans ces partenariats. Alors ces partenaires, ce sont aussi bien sûr les autres ministères et les administrations de l'État. Le ministère de la Culture a ses spécificités, mais rien ne serait plus dangereux pour nous que de nous enfermer dans un splendide isolement. Lorsque le ministère sait construire des partenariats avec ses homologues, les dossiers les plus complexes peuvent avancer. C'est le cas en matière d'archives. Et en matière d'archives, notamment avec le projet, avec les ministères de la Défense et des Affaires étrangères, nous avons initié un projet, le projet Vitam, qui va permettre de collecter, de conserver et de communiquer au public les documents numériques qui sont produits par les ministères et par les administrations centrales de l'État. Cette question de l'archivage numérique, elle est centrale aujourd'hui. Elle est cruciale parce que la mémoire de notre temps passe beaucoup par des supports numériques. Elle est donc aujourd'hui, et paradoxalement, à l'heure où on considère que ce qui est numérique finalement est éternel, paradoxalement, nous le savons, les supports de lecture des fichiers numériques, eux, sont extrêmement volatiles et donc fragiles. Et c'est ainsi toute la mémoire du temps qui est menacée de disparition, faute de solutions techniques. Ce sera donc, ce projet Vitam, le complément indispensable du centre de Pierrefitte sur Seine, qui a été inauguré par le président de la République le 11 février dernier. Vitam, c'est en quelque sorte le Pierrefitte numérique. Ce projet est aussi un projet de modernisation de l'État au service de notre mémoire collective, et il sera proposé par le ministère de la Culture et ses partenaires au financement du programme d'investissement d'avenir. J'attache également une grande importance à l'implication du ministère de la Culture dans les commémorations nationales qui font partie, là encore, de la manière dont nous construisons notre histoire et dont nous la représentons. Ces commémorations, évidemment, sont le fruit d'un travail interministériel. C'est la commémoration du 70e anniversaire du débarquement, du centenaire de la Première Guerre mondiale. Le président de la République lui-même interviendra le 4 octobre et aussi au début du mois de novembre prochain pour définir l'esprit et puis pour annoncer le programme de ces commémorations qui sont coordonnées par Kader Arif. Tous les opérateurs du ministère sont mobilisés sur ce thème. Je prends l'exemple de l'exposition Magnifique 1917 qui a été réalisée par le Centre Pompidou à Metz l'année dernière. Mais cette mobilisation, elle va s'accroître, bien sûr. Pour le seul domaine du patrimoine, il y a des expositions très importantes qui vont être proposées au public dès l'année prochaine. Elles auront pour axe l'évocation de l'histoire du conflit, bien sûr, et de ses prémices, avec notamment des expositions Jaurès aux Archives nationales, Été 14, les derniers jours du monde ancien à la BNF,
Les conséquences de la guerre aussi sur la société dans son ensemble, avec l'exposition Les désastres de la guerre au Louvre-Lens, et puis l'impact de la guerre sur toutes les formes de création artistique. Et je pense par exemple à l'exposition Picasso pacifiste au musée Picasso, mais aussi un projet tout à fait passionnant, qui est un projet sur les écrivains et la Grande Guerre à la Bibliothèque nationale de France, puisque nous célébrons cette année le centenaire du côté de chez Swann, dont d'ailleurs le manuscrit, et j'en suis très heureuse, sera exposé demain au Salon Jérôme, au ministère de la Culture, rue de Valois, à l'occasion des Journées du patrimoine. Les services d'archives publiques, les archives nationales, les archives départementales seront également mobilisés autour de ces commémorations. Ce sont évidemment quelques exemples, les initiatives elles sont très nombreuses, et évidemment ces initiatives elles seront parfaitement intégrées au programme qui est défini par le président de la République pour l'ensemble des ministères. Mais là encore, en matière de commémoration, il est important que la spécificité du ministère de la Culture soit préservée, non pas pour nous-mêmes, mais parce qu'il est toujours difficile de commémorer une guerre, en tout cas pour la Grande Guerre, celle de 14. Il serait pour le moins paradoxal que l'on ne commémore finalement que les batailles et les faits militaires. Et le ministère de la Culture peut et doit porter cette volonté très forte de travailler sur l'impact de la guerre sur la société, et comment mieux mesurer cet impact sur la société qu'à travers les artistes qui se sont, j'allais dire nourris, mais qui en tout cas ont été marqués, profondément marqués, voire déchirés dans leur chair par cette guerre. L'impact esthétique, artistique qu'a eu cette guerre est évidemment l'une des traductions de l'impact que la guerre a eu sur l'ensemble de la société dans toutes ses dimensions sociales et sociétales. Et il est donc de notre responsabilité que le ministère de la Culture et que ses opérateurs puissent montrer, travailler, discuter autour de cet aspect-là du premier conflit mondial. Je parlais des partenariats avec les autres ministères, mais je veux aussi parler des partenariats, bien sûr, avec les collectivités territoriales. J'ai accordé une grande importance à ce dialogue avec les collectivités depuis mon arrivée, dans l'élaboration du projet de loi sur le patrimoine, bien sûr, dans la conduite des projets communs. Cette concertation, elle va permettre de régler certaines questions. La question des réserves inondables du Louvre, par exemple. Un accord de partenariat va être conclu entre la région Nord-Pas-de-Calais, le Louvre et le ministère de la Culture pour l'installation des réserves sur le site du Louvre à Lens. Et je remercie Daniel Percheron pour son engagement indéfectible en faveur du patrimoine et des musées. Ce projet sera financé par la région Nord-Pas-de-Calais et aussi par les retours financiers que permet le projet de Louvre Abu Dhabi. Une convention tripartite sera signée donc entre le ministère, le Louvre et la région d'ici quelques semaines. Parallèlement, nous approfondirons le partenariat avec Cergy, que Dominique Lefebvre a mobilisé, là encore, d'une manière remarquable autour du patrimoine, tant sur le plan de l'expertise avec le laboratoire d'excellence Patrima, qui permet d'associer le Louvre, Versailles, les Archives nationales, la BNF, que sur celui de la diffusion et de la médiation. J'ai donc demandé au musée du Louvre de proposer à Cergy un partenariat qui pourra compléter ce qui existe avec le musée du Quai Branly, cher Stéphane Martin, et avec le centre Pompidou. S'agissant des réserves des autres musées, qui étaient un temps associés au projet de Cergy, l'étude qui est menée à ma demande par la Direction générale des patrimoines sur les musées parisiens riverains de la Seine montre que les risques qui sont liés à une crue exceptionnelle peuvent être maîtrisés, même si, évidemment, pour certains, la question de la rationalisation des réserves se pose et devra être traitée. Cette problématique des réserves, elle concerne d'ailleurs également l'image, qu'elle soit fixe ou animée. L'image constitue une part essentielle de notre patrimoine aujourd'hui, et donc des réponses doivent être apportées avec les acteurs du ministère que sont le CNC, l'INA, bien sûr, les cinémathèques, de même que pour l'École nationale supérieure des beaux-arts, que pour le Fonds national d'art contemporain.
Ces partenariats, ce sont enfin les États étrangers, dans un cadre mondialisé qui fait aujourd'hui évidemment notre quotidien. Je vais évoquer donc la question du Louvre Abu Dhabi. Lorsque je suis allée à Abu Dhabi en avril dernier, j'ai été frappée par évidemment l'ampleur, la beauté du projet de Jean Nouvel, mais aussi l'engagement très fort des Émiriens pour la réussite de ce nouveau musée. On atteste la qualité des acquisitions qui ont été réalisées. Le Louvre Abu Dhabi est en train de franchir une nouvelle étape. Ça va permettre de l'éloigner des polémiques qui ont accompagné le lancement. Ça lui confère la dimension de la plus grande réalisation culturelle qui soit portée par notre pays en dehors de ses frontières. Mon rôle, c'est d'aider le projet à franchir cette étape. Ça passe par l'installation de l'agence France Muséum, de son équipe sur place. Elle était souhaitée, à juste titre, par les Émiriens. Et Marc Ladré de la Charrière est en train de la mettre en œuvre. Un nouvel effort est également réalisé pour la formation sur place des Émiriens au métier des musées, là encore par les équipes de l'agence France Muséum. C'était aussi l'un des aspects importants de l'accord entre les deux pays. Et puis les principaux musées français qui prêteront des œuvres vont s'investir plus fortement encore pour la réussite du projet. Ces évolutions, elles permettront donc de tenir nos engagements vis-à-vis des Émiriens, de permettre l'ouverture du musée avant la fin de l'année 2015. Nous tenons là la matière d'une magnifique réalisation, symbole d'un dialogue des civilisations par la culture, si nécessaire évidemment dans un contexte géopolitique tellement tendu. Cela permettra aussi de faire rayonner d'une manière incomparable, là encore, la place et l'excellence des métiers de la culture et du patrimoine en France, au-delà de nos frontières. Je retournerai sur place en novembre pour la réunion des instances de gouvernance de l'agence France Muséum pour constater les progrès réalisés. Voici, mesdames et messieurs, les principes de mon action en matière de patrimoine. Ces principes, ils sont ambitieux parce qu'ils reposent sur la conviction que la politique du patrimoine doit être nationale, qu'elle doit donc être portée par l'État, qu'elle doit être pragmatique, parce qu'elle conduit à préférer le juste au spectaculaire, le partenariat au cavalier seul, l'utile au grand projet chimérique. Notre but, notre objectif, notre devise, ça doit être de rendre possible ce qui est utile. Les projets qui viennent d'être évoqués ont été retenus sur le fondement de ces principes. Je voudrais en évoquer d'autres qui sont des projets transversaux ou des projets spécifiques à tel ou tel secteur du patrimoine et que je vais porter pour les mêmes raisons. Pour les projets transversaux, il y a bien sûr le grand projet de loi sur les patrimoines, qui est la traduction législative de la politique que je viens d'exposer. Le cœur du projet, ce sera une réforme très ambitieuse des espaces protégés. On compte aujourd'hui une dizaine de catégories qui sont variées. Ça va des ZPP-AUP aux AVAP, évidemment, les secteurs sauvegardés. Et je propose de fusionner la dizaine de catégories actuelles en une seule, les cités historiques. Cette nouvelle catégorie sera tout aussi exigeante que les catégories préexistantes, mais elle va permettre de mettre fin à un amoncellement de normes qui rendent aujourd'hui les règles applicables aux espaces patrimoniaux assez peu compréhensibles et assez peu lisibles pour nos concitoyens. Et du coup, qui leur nuisent? Car qui dit manque de lisibilité, dit manque de visibilité. Il s'agit donc de simplifier pour mieux protéger. Je lie cela à une proposition de réforme des abords des monuments historiques. Cela va nous permettre de substituer progressivement la règle des 500 mètres des aires de protection. Donc on va substituer à la règle des 500 mètres des aires de protection qui seront des aires de protection plus intelligentes, qui seront adaptées en fonction des spécificités de l'environnement de chaque bâtiment classé ou inscrit. Je souhaite également mieux protéger dans la loi les domaines nationaux, comme Versailles, Saint-Cloud, Fontainebleau. Leur démembrement doit absolument être évité parce qu'ils sont le fruit de notre histoire.
De la même manière, nous devons intégrer dans le droit, et ce sera un autre aspect de la loi, les conséquences des protections au titre du patrimoine de l'humanité. Aujourd'hui, souvent, on est concentré sur l'obtention de ce label classement au patrimoine mondial de l'humanité. Mais c'est après que le travail commence réellement et vraiment. Je prévois aussi de proposer des dispositions pour favoriser la circulation des collections, renouveler les conditions de la reconnaissance des institutions au titre des musées de France. Et je remercie Marie-Christine Labourdette pour son travail au service des musées de France. Promouvoir la qualité architecturale, mieux contrôler l'exportation des biens culturels. Enfin, je souhaite que cette loi puisse tirer les conséquences législatives du livre blanc sur l'archéologie préventive, qu'elle puisse aussi s'attaquer à réparer certains outrages qui avaient été faits à l'accessibilité aux archives publiques. Ce chantier législatif il est donc de très grande ampleur. Cela permettra aussi, pour la première fois depuis bien longtemps, à la représentation nationale d'aborder la question des patrimoines dans leur ensemble. Je compte soumettre le projet au Conseil des ministres en décembre, après bien sûr toutes les concertations indispensables. Je souhaite aussi profiter des moyens dégagés par l'arrêt des grands projets, des grands projets bien sûr inutiles, pour financer des réalisations qui correspondent à un besoin réel, à l'ambition qui est la mienne, de faire en sorte qu'en tout lieu du territoire, la rencontre entre les publics et les collections soit un réel plaisir. Ce plaisir va se décliner. Et je souhaite attirer votre attention sur la Maison des Cultures et des Mémoires de la Guyane. C'est un très beau projet qui consiste à créer un pôle de conservation, de diffusion des mémoires orales, des mémoires écrites, des mémoires matérielles des peuples de Guyane. Il avait été décidé sans qu'aucun financement n'ait été prévu pour le mener à bien. Je soutiens fortement ce projet qui va permettre de regrouper dans un monument historique l'ancien hôpital Jean Martial, qui est en plein cœur de Cayenne. Il va regrouper 2 musées, les archives départementales, le service de l'inventaire général, un pôle consacré au multilinguisme, une cinémathèque. Le multilinguisme, j'y suis attachée, puisqu'évidemment, vous le savez, les langues de France appartiennent elles aussi à notre patrimoine. Les travaux du comité consultatif sur les langues régionales et la pluralité linguistique, dont les conclusions m'ont été remises en juillet dernier, l'ont montré. La Guyane a donc un patrimoine culturel et linguistique d'exception, et la Guyane mérite cette belle réalisation. Les premiers crédits vont être immédiatement mobilisés en 2014. Et je veux remercier Michel Collardel, le DRAC de Guyane, qui a conçu et porté ce projet avec force au moment où il prend sa retraite. Je veux saluer ce grand serviteur du patrimoine. Dans le domaine des musées, je veux qu'un effort particulier soit effectué en faveur d'établissements, d'espaces qui ont été laissés sur le bord de la route par justement cette logique des grands projets. Je pense ainsi au musée de Cluny. Le musée de Cluny, en plein cœur de Paris, a reçu 365 000 visiteurs l'année dernière, mais son accueil est désormais totalement inadapté à cette fréquentation, à la beauté de ce lieu merveilleux, à sa situation exceptionnelle au cœur de Paris et à la merveilleuse richesse de ses collections, dont évidemment la Dame à la licorne est le symbole. Je souhaite, et j'ai décidé que le projet de construction d'un bâtiment d'accueil qui permettra non seulement de mieux accueillir les visiteurs, mais aussi de mieux les orienter au sein du musée sera un projet prioritaire. Le chantier démarrera au début de l'année 2015. Dans un second temps, on traitera la question de la meilleure protection et de la mise en valeur des vestiges archéologiques du site qui se posera, et donc des études seront réalisées en ce sens. La problématique de l'accueil concerne donc Cluny, mais elle concerne aussi le musée du Louvre.
La pyramide avait été conçue pour accueillir 4,5 millions de visiteurs. Nous sommes aujourd'hui à 10 millions de visiteurs par an. C'est évidemment leur confort, l'impression qu'ils retirent de leur premier contact avec le Louvre qui est en jeu, mais aussi bien sûr les conditions de travail des agents, les conditions qui sont fortement altérées, et notamment par le bruit. Pour le coup, les travaux seront engagés dès 2014 afin de déplacer la réception des groupes hors de la pyramide, de prévoir des conditions d'accueil plus simples, plus fluides. Il ne s'agit pas, là encore, de toujours vouloir accueillir plus de visiteurs, mais de bien les accueillir, de faire en sorte que ce premier contact avec le musée, qui est l'espace d'accueil, soit un contact positif et agréable. Car de là, en plus, découlera le reste de la visite et l'impression qui en sera retirée. Le château-musée de Compiègne doit aussi faire l'objet d'une attention particulière. Il abrite le musée national de la voiture et du tourisme, une collection de véhicules qui vont du XVIIIe siècle aux années 20. C'est une collection exceptionnelle en Europe et elle n'est pas conservée dans des conditions satisfaisantes. L'accueil du public n'est que très partiel. Elle pourrait trouver sa place dans les anciennes écuries du château, qui est construit par Gabriel, et donc des contacts approfondis sont en cours avec l'Institut français du cheval et de l'équitation pour voir comment valoriser ces collections autour de la thématique du cheval, puisque l'Institut français est l'actuel propriétaire des haras. Là encore, ce travail se fera avec les collectivités territoriales. Enfin, je me dois aussi de veiller au bon fonctionnement des réalisations récentes en matière de musée, qui relèvent soit totalement du ministère, soit partiellement en lien avec les collectivités. Je pense au MUSEM, bien sûr, je pense au Louvre-Lens. Je vous ai dit pour les réserves qu'elles amélioreront encore la présence du musée dans le Nord-Pas-de-Calais. Je pense au Centre Pompidou-Metz. Les premières années de fonctionnement ont permis une fréquentation formidable, mais elles nous montrent une lacune, l'absence de collection permanente qui crée une certaine déception, en tout cas à certaines périodes de l'année, chez les visiteurs qui se retrouvent au musée sans exposition temporaire. J'ai donc demandé au Centre Pompidou de me faire des propositions en vue de l'installation de collections permanentes sur le site, et ce sera examiné prochainement avec les collectivités locales qui assurent le fonctionnement du Centre Pompidou-Metz. Notre objectif, c'est donc de faire du musée, non pas un espace de consommation culturelle, mais bien un lieu public et intime d'une relation très personnelle à la beauté et à l'art. Sortir de la logique consumériste, ça va nous permettre aussi de travailler sur les médiations, sur l'amélioration des parcours de visite et sur l'imprégnation finalement par les visiteurs du sens que vous, les conservateurs, les directeurs d'établissement, vous donnez à ces visites et à cette muséographie. Concernant le patrimoine et le patrimoine bâti, il y a toujours beaucoup de débats, et souvent des débats très passionnés qui sont liés évidemment à la protection du patrimoine. On sait les termes des débats, volonté d'aménagement ou souci de conservation, que les bâtiments ou les éléments architecturaux soient protégés ou non au titre des monuments historiques. Moi, je ne suis pas tenante d'une ligne radicale qui consisterait à dire qu'il faut tout protéger, tout conserver. On figerait nos villes, nos espaces publics dans une forme de muséification, alors que l'histoire de ces lieux et l'histoire de nos villes a toujours été celle d'une transformation et d'une évolution constante. Mais il faut faire le constat que dans de nombreux cas, aujourd'hui, la destruction-reconstruction est privilégiée par rapport à la réhabilitation du patrimoine existant, et souvent sur des seuls motifs économiques. Les impératifs économiques, techniques, ils existent, bien sûr, mais le patrimoine, et y compris le patrimoine le plus récent, le patrimoine du XXe siècle, peut être un extraordinaire atout pour l'attractivité des villes. Notre pays a aujourd'hui beaucoup plus conscience, évidemment, qu'il y
qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 60 ans de l'importance du patrimoine. Et je souhaite donc que nous puissions encore progresser collectivement dans cette voie. Là encore, en traçant des lignes, en définissant des principes, une méthode et une doctrine. C'est un rapport plus respectueux, plus mature aussi, que nous devons construire avec notre patrimoine. C'est d'ailleurs ce qui fait que nous devons nous écarter de tout projet de restitution à l'identique de tout ou partie d'édifices anciens. Cela ne constitue pas une restauration. Ces opérations pastichent, falsifient l'aspect des monuments tels que l'histoire nous les a transmis. Et ce que nous respectons dans le monument, c'est aussi l'histoire de ce monument. De la même manière, évidemment, qu'à travers l'œuvre, nous respectons, nous découvrons l'histoire de l'œuvre et l'histoire de l'art. Sur certains édifices, des restaurations sont urgentes. La dépense d'argent, la dépense d'énergie pour des opérations inutiles et trompeuses apparaît pour le moins vaine. Le patrimoine du XXe siècle, en revanche, lui, doit bénéficier d'une attention particulière. Les associations de défense du patrimoine, de ce patrimoine, nous attirent fréquemment notre attention sur les atteintes qui lui sont portées. Elles ont raison. Il y a des difficultés qui sont réelles, et vous le savez bien sûr. On ne peut pas, là encore, tout réutiliser. Mais néanmoins, ce n'est pas parce qu'il y a présence d'amiante, parce que les constructions en béton sont extrêmement compliquées et coûteuses à restaurer, que nous devons accepter la disparition systématique de ce patrimoine. Cela occulterait tout un pan de l'histoire architecturale, de l'histoire urbaine et de l'histoire industrielle. Et je suis très attachée à ce que la mémoire du monde du travail soit, autant que possible, dans la mesure du possible, préservée dans notre environnement urbain et paysager. Là encore, il s'agit d'un respect vis-à-vis de ceux qui ont travaillé dans ces lieux et d'un respect de l'histoire de ces lieux. J'étais il y a quelques jours en Allemagne, à Völklingen, pour les journées du patrimoine allemand, et j'ai pu admirer une réalisation absolument exceptionnelle et, je pense, unique au monde de restauration, conservation, valorisation de cet ensemble sidérurgique tout à fait remarquable. J'envisage pour le patrimoine du XXe siècle 3 catégories de mesures. Tout d'abord, j'ai demandé au service de constituer un groupe de travail dès 2014 qui soit ouvert aux architectes, aux spécialistes du patrimoine du XXe siècle, aux aménageurs, aux associations et aux élus pour proposer des solutions innovantes pour mieux réutiliser ce patrimoine. Deuxièmement, ce groupe de travail fera des propositions et à partir de ces propositions, je donnerai des instructions aux DRAC pour que ces DRAC intensifient leur campagne de labellisation au titre du patrimoine du XXe siècle. Aujourd'hui, seulement 900 bâtiments ou ensembles urbains en bénéficient. Troisième point, dans le cadre de la loi sur les patrimoines, il y aura une disposition qui donnera à ce label patrimoine du XXe siècle une valeur législative. Cela instaurera pour les édifices labellisés non pas une impossibilité de faire quoi que ce soit, mais une consultation préalable du ministère de la Culture avant toute destruction. Au-delà du patrimoine du XXe siècle, qui n'est ce patrimoine non protégé au titre des monuments historiques, il y a la question, bien sûr, du sort des édifices de toute nature, qui souvent ont un intérêt réel et un intérêt évident, mais qui, pour autant, ne justifient pas, selon les critères scientifiques, une protection. Ce débat concerne, il est d'actualité, les églises rurales, par exemple. Il y a eu plusieurs cas récents de destruction qui ont fait polémique. Pour ma part, je ne suis pas favorable ni à l'assouplissement des critères de protection au titre des monuments historiques, pour cette catégorie d'édifices là particulière, pour d'autres, ni à ce qu'un dispositif particulier de labellisation leur soit dédié. Mais en revanche, il est tout à fait possible de prévoir une protection des églises et plus généralement une protection du patrimoine d'intérêt local dans le cadre des documents d'urbanisme. Je veux saluer le travail qui est mené par la Fédération du patrimoine sur ce sujet et ce travail va être désormais accompagné par l'inspection des patrimoines.
S'agissant de l'archéologie, je veux vous rappeler que les engagements que j'avais pris l'année dernière, au mois de juin, à Saint-Rémy-de-Provence, à l'occasion des Journées de l'archéologie, tous ces engagements ont été tenus. Ainsi, le montant de la redevance de l'archéologie préventive a été porté en loi de finances à 122 millions d'euros au lieu des 105 millions d'euros qui était la cible initiale. Il a été mis fin au remboursement intégral de certains travaux d'aménagement par le Fonds national pour l'archéologie préventive et les engagements sociaux dont je vous ai parlé tout à l'heure avec l'accord contre la précarité à l'INRAP. Les engagements sociaux ont eux aussi été tenus et sont devenus réalité. Il y a le livre blanc sur l'archéologie préventive. J'avais souhaité sa rédaction, j'avais demandé au printemps dernier qu'une concertation soit engagée sous l'égide de Dominique Garcia. La grande majorité des conclusions du livre blanc va être mise en œuvre. Et évidemment, dans leur dimension législative, je l'ai indiqué dans le cadre du projet de loi sur le patrimoine. Je pense par exemple à la propriété publique du patrimoine mobilier qui est découvert lors des fouilles, mais aussi sur les aspects scientifiques et techniques, bien sûr dans la limite des moyens budgétaires qui sont alloués à l'archéologie préventive. Mais il y a encore des questions qui doivent être approfondies, et évidemment, ces questions tournent autour de la situation de concurrence sur l'exécution des fouilles qui sont prescrites, et cette situation de concurrence place souvent l'INRAP dans une situation défavorable. On le sait puisque, comme tout opérateur national, il doit assumer des coûts de structure qui sont supérieurs parce qu'il doit répondre à des obligations de service public, des obligations de présence sur l'ensemble du territoire. Et ces obligations lui sont imposées par la loi. Donc j'ai demandé à mes services d'explorer toutes les pistes qui permettraient, sans remettre en cause le principe d'une intervention possible d'autres acteurs que l'INRAP dans l'exécution des fouilles, mais qui permettraient de mieux prendre en compte les charges spécifiques, les charges particulières de services publics auxquelles l'INRAP doit faire face. Je veux aussi qu'on puisse construire, avec les services d'archéologie préventive des collectivités locales, un partenariat plus efficace autour de cette notion de pôle public, finalement, de l'archéologie préventive, sans pour autant que ce soit une tutelle qui soit instaurée de l'INRAP sur ces services des collectivités locales. L'archéologie préventive mérite cette attention puisque vous savez que c'est grâce à l'archéologie, qu'elle soit préventive ou programmée, que la connaissance historique peut progresser au-delà des sources écrites ou même en absence de sources. J'ai constaté à plusieurs reprises lors de mes déplacements les extraordinaires découvertes et l'extraordinaire qualité aussi des métiers de l'archéologie. Et je veux encore une fois réaffirmer mon attachement et mon soutien entier à cette discipline. Je vais d'ailleurs poursuivre aussi la création d'un centre de conservation et d'études. Il y en a déjà un certain nombre en France. Ces centres de conservation et d'études permettent de collecter, de conserver et de mettre à disposition des chercheurs les objets mobiliers qui sont issus des campagnes de fouilles. Et un tel centre, le pôle de recherche interdisciplinaire archéologique de Moselle, le PRIAM, va être créé à Metz, bien sûr, une ville qui m'est chère, mais aussi une ville dont le sous-sol recèle des vestiges particulièrement riches. Et cela se fait avec l'intercommunalité de Metz Métropole. Le chantier, la construction, sera lancée en 2014. Je souhaite également soutenir, et toujours en partenariat avec les collectivités territoriales, la création d'un centre de même nature, mais cette fois non plus à Metz, mais à Marseille. Vous voyez que je suis éclectique. Ce centre, il a une justification particulière parce que Marseille, c'est aussi le lieu où on peut faire de l'archéologie sous-marine et subaquatique. Et donc, ce centre va pouvoir collecter les vestiges qui sont trouvés dans le cadre des campagnes d'archéologie sous-marine menées par le DRASM et qui sont aujourd'hui stockés dans des locaux qui sont inadaptés. La ville de Marseille a manifesté son intérêt pour ce projet, ce dont je me réjouis. Il y aura donc des études de faisabilité dans les prochains mois et c'est encore la démonstration de la fertilité de ces partenariats responsables et assumés entre l'État et les collectivités locales au bénéfice de l'intérêt général. Enfin, s'agissant des archives, le président de la République, qui avait donc inauguré lui-même le centre de Pierrefitte, ce nouveau site est désormais ouvert au public.
il a accompli des débuts très prometteurs. Aujourd'hui, le défi à relever, c'est celui de l'archivage électronique. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure mon soutien au projet Vitam, mais j'ai également parlé, ce sera l'un des objectifs du projet de loi sur les patrimoines, de la nécessité de revenir sur certaines dispositions concernant les délais d'accès aux archives. Nous devons aujourd'hui faciliter l'accès aux archives pour les chercheurs et pour, évidemment, nos concitoyens amateurs. Je veux aussi réaffirmer mon attachement au réseau des archives départementales. Le partage de compétences qui date de 1986 entre l'État et les collectivités donne d'excellents résultats, là encore pour le plus grand bénéfice du public et de l'intérêt général. C'est l'accès à la mémoire nationale qui est en jeu avec les archives. C'est bien sûr aussi l'établissement par le retour aux sources, l'établissement d'un récit historique qui soit fiable. Les archives départementales sont le secteur culturel le plus avancé en matière d'offres numériques. Et cette politique très volontariste que je salue, qui est de mise en ligne, qui est menée depuis plus de 10 ans, qui se fait avec le soutien technique et avec le soutien financier aussi de l'État, permet aujourd'hui à beaucoup de personnes de travailler sans avoir à se déplacer. J'avais visité ainsi les archives départementales du Tarn, notamment, où il y a plus de 60 millions de pages vues, ce qui constitue un succès remarquable. Ces succès-là me poussent à considérer que l'équilibre donc, institutionnel, la répartition des rôles, qui date de 1986, est tout à fait efficace et doit être préservé. Mesdames et messieurs, l'exposé qui précède et qui a été long, mais qui était, je crois, nécessaire et indispensable, montre l'extraordinaire dynamisme, toute l'énergie du monde du patrimoine, dans la diversité de ses composantes, dans la richesse de ses métiers, dans la pluralité de ses visages, des territoires sur lesquels il s'exerce. Ça montre aussi que l'équilibre, la recherche du rééquilibrage des comptes publics n'empêche pas l'action. Ça n'empêche pas de mener à bien de nouveaux et de passionnants projets, des projets justes, des projets utiles. Les ressources financières pour concrétiser ces projets existent, nous les avons dégagées. Elles ne reposent pas entièrement sur le budget de l'État, ça se fait par des partenariats responsables et utiles avec les collectivités notamment. D'une manière plus générale, j'estime que plus de 50 ans après la création du ministère de la Culture, la politique de l'État en matière de patrimoine doit connaître un changement complet de paradigme pour conserver son efficacité, pour conserver sa crédibilité, bien sûr, mais parce qu'il y a un besoin de patrimoine dans notre pays, un besoin de politique en matière de patrimoine, un besoin de discours sur le patrimoine. Les gens y sont attachés. La popularité de nos journées européennes du patrimoine, le grand succès, la fréquentation toujours croissante de nos établissements, qu'ils soient musées ou monuments, le montrent. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de cette popularité. C'est aussi un défi formidable et un chantier exaltant de savoir faire vivre, faire fructifier, faire partager et transmettre ce magnifique héritage historique. C'est notre fierté d'hommes et de femmes, notre fierté d'hommes et de femmes qui travaillons dans le domaine de la culture et de patrimoine, mais notre fierté tout simplement d'hommes et de femmes citoyens, amoureux de notre histoire, amoureux de notre pays dans toute sa diversité et ses diversités, et désireux de le faire partager au plus grand nombre. Je vous remercie. Alors, je pense qu'il y a peut-être des questions dans la salle.
Ah oui, je vois une... Oui, bonjour, Claire Baumelard du Figaro. Vous dites que le budget va être, qu'il va y avoir des priorités budgétaires l'année prochaine. Que va-t-il se passer sur les crédits du patrimoine précisément? Alors, la présentation du budget se fait bien sûr par le Premier ministre. Elle aura lieu le 25 septembre, donc prochainement. Mais je peux, sans dévoiler évidemment les grandes lignes du budget, mais en tout cas vous dire que les crédits d'intervention des DRAC en ce qui concerne les monuments historiques, comme j'ai toujours veillé à préserver les territoires et l'égalité entre les territoires, donc les crédits d'intervention des DRAC concernant les monuments historiques seront préservés, seront confortés. Et pour ce qui est de nos gros opérateurs et de l'effort budgétaire qui est demandé au titre du rétablissement des comptes publics, eh bien, il y a un effort qui sera demandé aux opérateurs ayant les reins les plus solides, c'est-à-dire ceux dont cela n'affectera pas les missions fondamentales. Donc, il y a la conciliation de ces deux exigences, participer au rétablissement des comptes publics sans entraver les missions fondamentales des opérateurs du patrimoine, et puis préserver la diversité des territoires et les besoins sur les territoires pour lutter contre les inégalités territoriales, pour aussi soutenir l'emploi culturel, parce que bien sûr, les monuments historiques, ce sont des dizaines de milliers d'emplois, 80 000 emplois directs et à peu près 250 000 emplois indirects dans les métiers de la restauration, avec beaucoup d'artisans, de compagnons qui constituent évidemment des entreprises extrêmement vivaces et importantes sur tous nos territoires. Oui, Madame la Ministre, bonjour, Michel Schulman de l'Association des journalistes du patrimoine. J'aimerais que vous précisiez comment vous allez mettre en musique la fusion que vous avez annoncée tout à l'heure de 10 catégories de protection qui déjà, comment dirais-je, relèvent de beaucoup de personnes différentes en une seule dont vous avez donné le nom. Je crois que vous allez appeler ça les cités historiques. Oui. Déjà, le titre me paraît un peu équivoque parce que toutes les cités et toutes les zones de protection ne sont pas historiques et ça concerne beaucoup de gens différents. Comment est-ce que vous allez faire et quels sont vos délais? Ça, c'est vraiment l'objectif, l'un des objectifs de la loi sur les patrimoines. Cette loi, elle se fait en concertation avec l'ensemble des acteurs. Je la présenterai au Conseil des ministres en décembre, et pour un examen en 2014. L'objectif, c'est simplifier pour mieux protéger. Et c'est donc d'avoir une couverture de l'ensemble de nos zones. Aujourd'hui, elles sont éparses, elles sont éparpillées. Les différentes classifications ne permettent pas une lisibilité. C'est valable pour les concitoyens, c'est valable pour les élus, pour les aménageurs, et c'est extrêmement pénalisant pour nous. Et donc les détails techniques, la faisabilité est en cours, et c'est la Direction générale du patrimoine qui organise cela. Ce sera fait, bien sûr, dans un souci d'une meilleure protection, mais aussi d'une meilleure connaissance par le plus grand nombre du fonctionnement de ces espaces de protection. Ça permettra, je pense, aussi de permettre en amont d'éviter des problèmes en ce qui concerne le patrimoine. On sait que trop souvent, on arrive à la dernière minute. Et c'est au moment où vont être portées des atteintes irrémédiables au patrimoine que tout à coup, les services du ministère de la Culture, des DRAC, etc., peuvent intervenir. L'idée, c'est que plus ce sera lisible, plus ces zones de protection seront lisibles et plus, évidemment, on évitera en amont la constitution de projets qui risqueraient d'y porter atteinte. C'est la même logique qui prévaut sur la règle des abords. Aujourd'hui, on a une règle de 500 mètres qui est donc figée, qui est très stricte, mais qui n'est pas forcément adaptée à des situations particulières, parce que parfois, elle peut être 500 mètres, ça peut être parfois excessif, et parfois, ça peut ne pas suffire. Et donc, il faut qu'on puisse avoir une analyse fine et intelligente, en quelque sorte, des zones de protection nécessaires. Tout ça, c'est le sens de l'esprit du projet de loi sur les patrimoines.
Oui, Sophie Flouquet, Beaux-Arts Magazine. Madame la ministre, vous parlez justement du projet de loi. Vous annoncez une présentation au Conseil des ministres en décembre. Est-ce qu'il sera lancé, ce sujet, devant le Parlement avant ou après les élections municipales? C'est difficile de préjuger du calendrier parlementaire, mais étant donné qu'il y a un mois de suspension du Parlement avant les élections municipales, qui ont lieu mi-mars, entre le moment du dépôt du projet de loi, enfin de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, et la suspension du calendrier parlementaire, je ne pense pas qu'on ait le temps de le faire avant les élections municipales. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque? Vous savez que ça sera un débat compliqué, parce que ce n'est pas un sujet consensuel, en tout cas politiquement, contrairement à ce que vous pensez. Est-ce que le résultat des élections municipales ne risque pas d'influer sur ce texte que vos services portent depuis longtemps et que vous-même auquel vous semblez aujourd'hui très attaché? D'abord, les esprits seront plus sereins après les élections. Et l'Assemblée nationale et le Sénat ne changeront pas. Donc le travail se fera, et ça se fera aussi avec, pour certains, des nouveaux élus. Donc on pourra au contraire expliquer aussi aux nouveaux élus les principes qui prévaudront désormais sans qu'ils aient eu le temps de prendre des mauvaises habitudes. Madame la ministre Didier Eckner, la Tribune de l'Art, une question sur les églises. On peut en prendre d'autres. Hein. Enfin, moi, j'ai le temps. Sur les églises que... Vous avez parlé des églises qui ont été détruites récemment. C'est un phénomène qui s'accentue. Vous avez dit que ce sont des églises rurales. Il y a quelques églises. Abbeville n'était pas une église rurale, l'église Saint-Jacques d'Abbeville. Vous avez dit aussi qu'il n'est pas nécessaire d'assouplir les critères de protection. Or, je suis allé sur place. Alors, tout le monde dans vos services n'est pas d'accord, mais à mon avis, GT et Abbeville méritaient au minimum une inscription. Et vous dites surtout demander que ce soit dans les documents d'urbanisme. Je ne comprends pas comment les maires qui détruisent les églises vont rentrer dans les documents d'urbanisme, ce qui vient de leur interdire de détruire. Donc, ça me paraît pas suffisant. Ce que j'ai dit, c'est que l'État ne peut pas tout protéger au titre des monuments historiques. Sinon, le classement ou l'inscription va s'affaiblir. Donc, on ne peut pas tout protéger. Mais on doit aussi travailler par persuasion, par des conseils, et évidemment, en dehors des monuments historiques, en dehors des espaces protégés. Je vous rappelle que le permis de démolir n'est même pas obligatoire. C'est si la commune le décide. Donc, il faut qu'on travaille le plus possible en concertation avec les collectivités et le plus en amont possible. Le fait de pouvoir intégrer, de demander à ce que soit intégré dans les documents d'urbanisme le patrimoine d'intérêt local, ça se fait évidemment avec les DRAC qui doivent travailler avec les élus pour identifier ce patrimoine d'intérêt local afin que ce soit inscrit dans les documents d'urbanisme avant même que naissent des projets d'aménagement. Et c'est comme ça qu'en remontant le plus en amont possible, on s'évite un certain nombre de problèmes. Évidemment, on ne peut pas juste considérer les coûts à la fin entre le coût de la destruction et le coût de la conservation, bien entendu. Mais je pense que c'est au document d'urbanisme de protéger le patrimoine d'intérêt local. Et le projet de loi sur les patrimoines, il aura pour objectif de renforcer justement la prise en compte du patrimoine dans les documents d'urbanisme. Et puis après, évidemment, il y a une question financière qui se pose quand même, un moment pour les collectivités. Et là, il faudra peut-être poser la question de la péréquation entre des collectivités riches et des collectivités pauvres, parce que certaines n'ont pas les moyens d'entretenir certains édifices. Et donc, voilà, mais ça, c'est une réflexion qui nécessitera évidemment un peu plus de temps. Oui, bonjour, Michel Izard de TF1. Est-ce que vous avez souligné la nécessaire dimension nationale de cette politique du patrimoine en soulignant aussi quelques collaborations fructueuses avec les collectivités locales, mais on voit bien aujourd'hui que l'initiative et le financement des projets souvent vient des régions, des départements, il y a des villes parfois, une émulation aussi dans ce domaine. Et est-ce que cette collaboration-là, est-ce qu'il n'y a pas, puisque ce phénomène, enfin, ça prend de l'ampleur, ça se manifeste de plus en plus, comment les services de l'État, le ministère de la Culture peut mieux harmoniser cela, vous voyez, parce que
ça part, on a l'impression parfois que tous ces projets partent dans tous les sens. D'abord, ce sont les experts du ministère de la Culture qui accompagnent techniquement, scientifiquement les collectivités. Alors, l'idée n'est pas... l'idée, c'est d'avoir vraiment justement des principes qui président. Nous, le ministère de la Culture, à travers ses labels, à travers l'inscription, à travers le classement, protège les intérêts d'un édifice, les édifices d'un intérêt majeur. Et ensuite, il accompagne. On a une réflexion qui est en cours dans le cadre de la modernisation de l'action publique. Vous savez qu'on a transféré, par exemple, la maîtrise d'ouvrage aux propriétaires, mais il y a un accompagnement qui est nécessaire pour des propriétaires privés ou des petites collectivités. Cet accompagnement peut se faire évidemment par les DRAC et par les services du ministère de la Culture. Donc l'expertise scientifique et technique, la reconnaissance bien sûr, mais aussi la fonction de conseil et d'accompagnement, elle fait partie des prérogatives du ministère de la Culture. Et d'ailleurs, c'est attendu et c'est souhaité par les collectivités locales, notamment les plus petites, qui ont besoin de cette expertise-là. Mais même les collectivités les plus grandes, quand elles s'engagent dans des grands chantiers de restauration ou de restauration, valorisation, transformation du patrimoine, font appel et sont désireuses d'être accompagnées par le ministère de la Culture. Ah, bien sûr, quand c'est classé, quand c'est inscrit, il y a nos architectes en chef, voilà, mais c'est en général notre savoir-faire qui est valorisé. Sur l'UNESCO, enfin voilà, on a aujourd'hui des questions sur les sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'humanité. On a finalement, on n'a pas de transcription dans notre droit national de ce que ça implique d'être classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc là encore, on a besoin de clarifier les choses, les mettre dans la loi, que ce soit le patrimoine matériel, que le patrimoine immatériel, bien sûr. Mais voilà. Pour les détails, alors il y a un petit dossier de presse, je sais pas, je pense que vous avez des choses sur le projet de loi patrimoine plus détaillé dans les aspects plus techniques, sur notamment voilà, sur les abords ou sur les cités historiques et la manière dont ça va prendre le relais par tuilage avec les zones actuelles, les ZPPAUP, les AVAP. Ça permettra aussi de lever la fameuse barrière couperet du 1er janvier 2015 pour le passage des ZPPAUP en AVAP, qui sinon aurait, vous savez, conduit en fait à ce qu'il y ait à peu près la moitié de nos zones protégées qui perdent leur protection. Bien, très bien, mais je vous remercie.